elles n'ont plus de moyens. D'un coup, toutes les armes auraient disparu, alors que le 19 février, on se disait la bourse ne peut pas baisser parce que les banques centrales ont des armes illimitées. C'est étonnant que de la part d'acteurs financiers qui connaissent quand même assez bien ce système que vous évoquez à l'instant, qu'on passe d'un état Dans ce journal, le Burkina Faso, touché par le coronavirus, le gouvernement annonce une batterie de mesures pour aider les populations à se protéger du Covid-19. La bonne information est donnée aux leaders religieux et coutumiers et aux acteurs privés de la santé dans le but de leur implication pour une meilleure gestion de la crise. On voit cela dès le début de ce journal. La première journée parlementaire du groupe Bourguignon, la réconciliation nationale au cœur de la réflexion, les travaux se déroulent du 10 au 11 mars, l'ouverture de la rencontre à suivre dans ce journal. Et puis la Convention 2005 de l'UNESCO pour la promotion et la protection de la diversité des expressions culturelles plaide auprès des États francophones au Massat 2020. Une rencontre est organisée par le Centre régional des arts vivants en Afrique au marché des arts du spectacle d'Abidjan. Reportage à suivre en fin d'édition. Bonsoir, merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. Et ce qui était tant redouté finit par arriver. Le Burkina Faso est désormais touché par le coronavirus avec 2 cas confirmés hier par le gouvernement. La ministre de la Santé annonce le dispositif et les mesures prises pour aider les populations à se protéger de la contamination. Le point de presse pour donner l'information aux hommes de médias est suivi pour nous par Isaka Ouedraogo et Vincent Kendrebego. Le Burkina Faso enregistre ses cas de coronavirus. Il s'agit de 2 personnes, un couple rentré récemment de la France sans aucun signe de la maladie avant de présenter plus tard les symptômes du Covid-19. L'information a été officiellement donnée hier, un peu après 20h, par la ministre de la Santé, en présence de ses collègues de la communication et de l'éducation nationale, mais aussi de la représentante résidente de l'OMS. Dans la nuit du 8 mars 2020, la cellule de veille a été saisie de la présence d'une femme à domicile présentant des signes faisant penser à cette maladie. Cette patiente ayant récemment séjourné à Mulhouse en France avec son époux et une 3e personne est rentrée le 24 février 2020 sans aucun symptôme. Elle aurait présenté de la fatigue, un rhume et une forte fièvre le 28 février qui a nécessité une consultation médicale par un médecin de famille qui a diagnostiqué sur la base d'analyse médicale et traité une dengue. Devant la persistance des signes initiaux et l'apparition d'une gêne respiratoire, la cellule de veille du ministère de la Santé a été alertée. Après l'appréciation des signes et du lien épidémiologique existant, elle a séjourné dans une ville qui est touchée par l'épidémie. La patiente a été considérée comme cas suspect et prise en charge par l'équipe d'intervention aux fins de confinement et d'analyse biologique au centre universitaire Tenango. En outre, l'investigation a permis de découvrir une symptomatologie similaire chez son époux qui a été également pris en charge et des prélèvements faits. Le compagnon de voyage, indemne de toute symptomatologie, est en confinement surveillé à domicile. Face à cette situation, nous voudrions rendre public les résultats d'analyse de laboratoire de ces cas qui se sont avérés positifs au coronavirus 2019. Depuis l'irruption de la maladie et sa propagation à travers le monde, le Burkina Faso s'était déjà préparé à faire face à d'éventuels cas. Ici, c'est un site spécialement aménagé au sein du centre hospitalier universitaire de Tengango pour recevoir les cas suspects et de façon isolée. Et en plus d'une surveillance accrue sur tout le territoire national, le ministère de la Santé a aussi édicté des règles que le public devrait respecter pour se protéger et protéger les autres. Se laver régulièrement les mains avec du savon et utiliser du gel hydroalcoolique. Couvrir la bouche ou le nez avec le pli du coude ou avec un mouchoir lorsque l'on tousse ou éternue et jeter le mouchoir de manière propre. Éviter de cracher à terre. Éviter le contact rapproché avec les personnes présentant un toux ou un rhume avec lesquelles il faut observer une distance d'au moins 1 mètre. Éviter le contact avec les animaux
et la consommation des produits d'origine animale crus ou mal cuits. Le couple contaminé, ce sont des Burkinabés de peau noire, précision importante au regard de certaines croyances. Le gouvernement invite à ne pas céder à la panique. Il faut tout simplement respecter les règles d'hygiène qui sont recommandées. Et le gouvernement d'insister, ce qu'il ne faudrait surtout pas faire, c'est de céder à la panique qui pourrait entraîner une certaine psychose au sein des populations, d'où cette démarche ce matin auprès des autorités religieuses et coutumières, au fin de les informer de vive voix sur la situation et solliciter leur implication et leur clairvoyance dans la gestion de la crise naissante. Reportage Issaka Fando, Ernest Kambiré. Le Burkina Faso enregistre depuis hier ses premiers cas de coronavirus et les leaders coutumiers et religieux veulent en savoir davantage sur l'épidémie. Ici au palais du Mogonaba, les autorités sanitaires burkinabées font le point de la maladie apparue en Chine et surtout la genèse des 2 cas déclarés à Ouagadougou aux leaders des communautés religieuses. C'est des leaders d'opinion qui soient des relais auprès de leur communauté. Il y a combien de chrétiens? Il y a combien de chrétiens catholiques? Il y a combien de chrétiens protestants? Il y a combien de musulmans? Il y a combien de traditionnels? Et si toutes ces 4 religions s'impliquent avec nous, on peut dire que tout le Burkina Faso sera sensibilisé. Les échanges qui se sont déroulés à bâton rompu ont porté essentiellement sur comment lutter ensemble contre l'épidémie sans créer la psychose et comment gérer au mieux les grands rassemblements dans les lieux de culte et autres palais royaux. Pour Claudine Louguet, les consignes de protection doivent être respectées à la lettre et la communication fondamentale. Du mode de transmission aux mesures d'hygiène et de protection en passant par le comportement de chaque Burkinabé face à l'épidémie, la contribution des chefs coutumiers et religieux est sollicitée. Faire d'eux des canaux relais dans la sensibilisation et la lutte. Le gouvernement a la première responsabilité de la santé publique de la population. Mais nous aussi, nous pouvons collaborer à notre manière, chacun selon sa spécificité. Alors, l'entretien de ce matin était très bénéfique. Vous voyez bien les consignes de ce poster sont valables pour tout le monde. Nous allons certainement partir de là. Mais les communautés religieuses et coutumières ont aussi leur spécificité. À la mosquée, ils auront certainement des dispositions complémentaires de prévention. À l'église, à la messe, nous avons aussi des dispositions à prendre pour favoriser et aller dans le sens vraiment de la prévention par rapport à la maladie. En attendant, c'est une course contre la montre qui est engagée pour faire la traçabilité des personnes ayant été en contact direct avec les malades enregistrés pour éviter que le virus ne se propage dans la communauté. Et la bonne information est également donnée aux acteurs privés de santé qui occupent une place importante dans l'offre de santé au Burkina Faso. Et en guise d'information, c'est surtout un partage dont il est question autour de la maladie, de la riposte et de la conduite à tenir face aux patients pour freiner la propagation de la maladie. Nongba Kouda Maïmouna Traoré pour les précisions. Le ministère de la Santé et les acteurs privés de santé autour d'une même table pour un partage d'informations sur l'infection à coronavirus. Les cliniques et autres centres privés de santé enregistrent chaque jour de nombreux patients. Pour le ministère de la Santé, il est donc important que ceux qui y travaillent aient l'information juste sur la maladie et la conduite à tenir face à un patient qui présente des signes d'infection à coronavirus. Quelqu'un est malade, il développe une initiative de recherche de soins. Et dans cette initiative de recherche de soins, il va vers le secteur public comme il peut aller dans les cliniques privées. Et on voudrait que tout le monde soit au courant et que tout le monde réagisse de la même manière. Et que tout le monde soit attentionné par rapport aux signes. Donc si d'aventure la personne était amenée à aller dans une structure privée, au niveau de ce privé-là, on sait quelles sont nos attentes, quels sont les principaux signes, quelles sont les directives par rapport à la prise en charge. Tant qu'on ne l'avait pas encore en face de nous, il était difficile de préparer la riposte. Mais cette fois-ci, on y est dedans. Il faut absolument que nous partagions les informations dont nous disposons ensemble avec le public, que nous puissions développer les stratégies communes qui visent à contrer cette pénétration du Covid-19. Le temps d'incubation est de 1 à 14 jours.
Le directeur général de l'offre des soins invite donc les acteurs de la santé à une extrême vigilance les 2 semaines à venir. La population est également invitée à observer les mesures d'hygiène comme se laver régulièrement les mains au savon, éviter de cracher à terre, éviter les contacts avec les animaux et les personnes présentant une toux et un rhume, se rendre dans un centre de santé en cas de fièvre, de toux et de difficultés respiratoires. Et au sujet du coronavirus, ce communiqué, des informations faisant état de la fermeture des salles de classe liées au coronavirus circulent actuellement sur les réseaux sociaux. Le ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales tient par la présente à apporter un démenti formel à cette information. Il tient à rassurer l'ensemble des acteurs de l'éducation nationale que les cours se déroulent normalement conformément au calendrier scolaire 2019-2020. Toutefois, les mesures de sécurité édictées par le ministère de la Santé sont prises pour éviter la propagation de la maladie dans les différents établissements scolaires. C'est signé professeur Stanislas Waro, officier de l'Ordre des Palmes académiques. Autre actualité, nous allons à l'Assemblée nationale où les membres de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations rendent compte au président du Parlement de l'état de mise en œuvre de l'institution. L'audience a également pour but de recueillir les conseils de Alassane Bala-Sakandé pour la suite des activités de la Caisse. Compte rendu Nongbakuda Mamadouba. 8 mois après leur prise de fonction, les membres de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations rendent compte au président de l'Assemblée nationale des avancées de leur institution. La Caisse des dépôts et consignations de Burkina Faso est sous la protection et sous la surveillance du Parlement. Le président du Parlement nous a fait vraiment des conseils précieux, nous a donné des avis précieux qui vont nous permettre un meilleur fonctionnement, donc de renforcer le fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations. La Caisse des dépôts et consignations a pour mission principale d'assurer le financement des investissements structurants. Ce n'est donc pas une institution de trop, rassure Paul Kabatieba. En attendant le recrutement du personnel en cours, le directeur général annonce les couleurs pour cette année 2020. Nous avons également comme objectif au cours de cette année 2020 de commencer à centraliser les ressources que nous devons centraliser pour apporter la contribution de la Caisse de dépôt et consignation au financement de l'économie nationale. Donc il faut que nous arrivions à centraliser ces ressources-là. Nous avons comme objectif central pour l'année 2020 l'ambition de pouvoir déjà identifier quelques projets structurants pour l'économie nationale pour essayer donc de les financer. Les membres de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations ont pour mission de garantir l'autonomie de l'institution et d'exercer le contrôle de ses opérations. Leur mandat est de 3 ans non renouvelable. Nous restons à l'Assemblée nationale où le groupe parlementaire Bouklim fait de la réconciliation nationale le principal sujet de ses premières journées parlementaires de l'année. Un thème salué par le président de l'Assemblée nationale à l'ouverture des travaux ce matin. Nous suivons le compte-rendu de Ali Doubadini et Moumouni Soubeiga. Pour ces toutes premières journées parlementaires de l'année 2020, les députés du groupe parlementaire Bouklim ont opté de mener les réflexions sur un thème d'actualité, la réconciliation nationale. Pour nous, la réconciliation nationale procède d'une catharsis dont la conséquence la plus plausible est le retour de l'unité politique autour de la mère patrie, de la cohésion sociale au sein des populations et de la paix dans les cœurs. En ce sens, il s'agit précisément de conjurer toute la rhétorique conflictogène, de mettre fin aux atavismes revanchards et de permettre une véritable culture de la rectitude, gage d'une nation réconciliée avec elle-même, reconnaissant son passé cruel et s'engageant dans une dynamique du plus jamais ça dans nos contrées. Une autre question d'actualité qui n'est pas passée sous silence, c'est bien la question de l'application de l'UETR sur les primes et indemnités des fonctionnaires qui fait des gorges chaudes.
Là-dessus, le groupe parlementaire Boukimbliem invite le gouvernement et le syndicat à privilégier le dialogue. L'ouverture des travaux a connu la participation de plusieurs autres groupes parlementaires et celle du chef du parlement burkinabé. Le thème est évocateur, on parle de la réconciliation et qui d'autre peut venir hors du Burkina, n'étant pas burkinabé, venir sceller cette réconciliation entre les fils et les filles du Burkina. C'est nous-mêmes, burkinabés, qui devons être les acteurs de cette réconciliation nationale. Pour une véritable réconciliation nationale, quelle perspective? C'est le thème de réflexion de ces journées avec le président du Ashkroun, le comité de la paix de Maniga et le consiste comme panélistes. Ces premières journées parlementaires du groupe Boukimbliem se tiennent au lendemain des attaques du Nord, ayant occasionné 43 morts et les parlementaires ont observé une minute de silence en la mémoire des victimes. Brève pour poursuivre, des éléments de la gendarmerie nationale sont tombés aujourd'hui dans une embuscade dans la zone de Tasmakat, dans l'Oudalan, apprend-on de sources sécuritaires. La vigoureuse riposte a permis de neutraliser plus de 70 terroristes et de récupérer un important lot de matériel. Côté FDS, 3 gendarmes ont été blessés. Ils ont été évacués pour des soins. Autre actualité, les éditeurs privés de services de télévision qui plaident pour une révision à la baisse du coût de la redevance annuelle de la TNT fixée à 75 millions de francs CFA hors taxe pour la couverture nationale. Le comité de pilotage de la mise en œuvre de la télévision numérique terrestre au Burkina Faso, conduit par le Premier ministre, à une séance de travail ce mardi. Précision, Siel Lassina Ouattara et Sébastien Zongo. Le comité de pilotage, présidé par le Premier ministre, tient une session ordinaire dans le processus de mise en œuvre de la télévision numérique terrestre, officiellement lancée en décembre 2017 au Burkina Faso. Cette rencontre reçoit exceptionnellement une délégation de l'Union burkinabé des éditeurs privés de services de télévision venus plaider pour une réduction du coût de la redevance annuelle pour la couverture nationale de la TNT fixée par un arrêté à 75 millions de francs CFA hors taxe. Ce que nous avons souhaité, c'était qu'en plus nous accorder de payer 50% des 75 millions la première année. C'est plus une réduction que nous demandons. Et qu'on puisse payer 75% la deuxième année et payer les 100% la troisième année. Vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup de jeunes burkinabés aujourd'hui regardent des médias transnationaux. Et sur ces médias transnationaux, ce n'est pas forcément la culture burkinabé qui est mise en avant. Nous, en tant que chaîne burkinabé, on met la culture burkinabé en avant. Et on ne voudrait pas qu'à travers ces actions, le paiement du tarif de la SBT constitue un goulot d'étranglement supplémentaire. À l'issue des échanges à huis clos, le comité de pilotage apporte une réponse aux doléances de ses invités. Derrière les 75 millions, c'est la couverture nationale. Et il faut savoir que ça veut dire donc moins de travailleurs pour les médias, ça veut dire moins de frais d'électricité pour les médias, ça veut dire moins de construction d'infrastructures pour les médias. En ce qui concerne la question des redevances, nous sommes tombés d'accord que nous restons donc au montant de 75 millions hors taxes. Et nous allons discuter avec le ministère des Finances pour voir justement comment nous prenons en compte certaines spécificités qui sont liées notamment à l'année en cours afin de ne pas trop pénaliser les acteurs. Et le ministre en charge de la communication d'ajouter qu'une évaluation sera faite en fin d'année pour juger de l'opportunité d'augmenter, d'abaisser ou de maintenir en l'état le coût de cette redevance. Et l'urgence climatique au cœur du 3e forum panafricain des femmes journalistes, le réseau place la question du changement climatique au centre de ses actions en 2020. Et pour permettre un meilleur traitement des sujets liés à la déforestation, désertification et autres points sur l'agriculture et la sécurité alimentaire, des échanges sont organisés avec des experts en climat. Le déroulement des travaux avec nos envoyés spéciaux à Casablanca, Idrissa Warga et Estelle Judith Assoba. La 3e édition du Forum des femmes panafricaines, aussitôt ouverte, c'est le compte à rebours qui a commencé pour cette moitié du ciel présente ici à Casablanca pour apporter leur contribution dans la lutte contre les changements climatiques.
Répartis en 7 groupes, les panafricaines ont échangé sur plusieurs sous-thèmes en relation avec la thématique centrale qui est urgence climatique, les médias acteurs de changement. Les membres de l'atelier 2 ont par exemple mené la réflexion sur les défis d'une gestion rationnelle des ressources hydriques. J'ai retenu beaucoup de choses. La première chose que j'ai retenue et qui m'a surtout marqué, c'est l'expérience du Maroc qui aujourd'hui a une station d'épuration d'eau qui permet non seulement de réutiliser les eaux usées, mais aussi de pouvoir utiliser non seulement pour l'alimentation, mais pour l'arrosage des terres. Et ça m'a beaucoup marqué. Je me suis dit, au Cameroun, on souffre du problème d'accès à l'eau potable dans les maisons, même dans la capitale. Donc quand j'ai écouté cette expérience du Maroc, j'ai été beaucoup marquée. Je me suis dit, bon, voilà, si au Cameroun, on adaptait cette méthode de réutilisation des eaux usées, peut-être qu'on améliorerait ce problème de manque d'eau. Il s'est agi pour les membres de chaque groupe de comprendre tous les contours des différents sous-thèmes et de faire des recommandations. L'adaptation au changement climatique, les médias acteurs du changement, a aussi retenu l'attention d'autres femmes panafricaines. Et l'atelier 7, notre première recommandation porte sur la formation. En tant que femme journaliste, si nous ne maîtrisons pas les lexiques sur le changement climatique, si nous ne maîtrisons pas le phénomène, comment est-ce que nous pourrons informer nos populations? Parce que l'heure n'est plus au discours, mais il faut aller au concret. Et ce concret-là, c'est vrai, ce n'est pas nous, les femmes journalistes, qui allons décider à la place des autorités, mais les appuyer, les plaidoyer pour que réellement l'Afrique, qui n'en est pour rien dans cette situation, mais qui perd de lourds tributs, puisse être soulagée. Plusieurs autres sujets ont également été décortiqués durant ce grand rendez-vous des femmes journalistes d'Afrique. Réussir la transition énergétique de l'Afrique, l'agriculture durable, une économie verte pour l'Afrique, l'impact sanitaire des changements climatiques, la gestion des déchets, levier décisif de la lutte contre les changements climatiques et enfin, quel développement durable pour les villes africaines. Et l'on reparle de la commémoration de la Journée internationale des droits des femmes qui permet aux femmes de Lions Club au Burkina Faso d'acquérir des connaissances dans le domaine du leadership féminin. Une série de conférences animées par des experts aborde des thématiques en lien avec le rôle et la place que doit occuper l'autre moitié du ciel dans les différentes sphères sociales. Précision, Moussa Ouedraogo, Vincent Kiendrebego. Les femmes, membres de Lions Club, réunies pour des conférences. L'accroissement des effectifs de Lions Club à travers une plus grande participation des femmes et surtout le leadership féminin ont fait l'objet de communication en présence du gouverneur du district. Depuis l'année dernière, nous avons eu une présidente internationale pour la première fois, après une centaine d'années de présence d'activité de Lions Club International qui s'appelle Gudrun Ivandotir et qui a créé donc les New Voices, c'est-à-dire les nouvelles voix. Les nouvelles voix donc sont les voix des femmes, voix fortes, et pour travailler effectivement à permettre le leadership féminin, au leadership féminin de se développer. L'activité est parrainée par Laure Zongo, par ailleurs directrice générale de la CARFO, la caisse de retraite des fonctionnaires. Les femmes peuvent être le levain pour permettre à d'autres jeunes filles, à d'autres femmes d'être leaders aujourd'hui et pouvoir donc être utiles à elles-mêmes, être utiles à leur société. Et c'est pourquoi je suis venue aujourd'hui pour être à leur côté. Cette formation des femmes au leadership a lieu au moment où le monde célèbre la journée internationale des droits de la femme. Une manière pour Lions Club de participer à cette journée de promotion des droits de la jeune féminine et d'amener ses membres féminins à occuper la place qui est la leur dans les différents domaines. Et la journée du 8 mars, synonyme de solidarité avec les plus défavorisés, c'est le credo de l'association Tedbeogo qui tient à soulager cette année encore les femmes en situation de précarité dans le Lorum, et cela malgré le contexte national difficile. La célébration de la journée donne du sourire à bien de personnes, notamment les déplacés à Titao, Moussaki pour les détails. 500 pains de 8 mars, 4 tonnes de riz et des kits de nourriture aux femmes de la ville de Titao. L'association Tengbogo sacrifie à une tradition vieille de 11 ans.
Elle célèbre ainsi le 8 mars à travers une série d'activités. C'est pour vraiment dire que nous n'avons pas laissé tomber le 8 mars. C'est la 11e édition. Nous avons l'habitude de faire défiler 500 femmes à Tolo. Donc cette année, nous faisons un don au profit de 500 femmes. Dans ce contexte difficile, marqué notamment par l'insécurité, le geste de l'association Tengbego redonne le sourire à 500 femmes vulnérables de la province de l'Oroum. C'est une belle initiative que je salue à sa juste valeur. Je voudrais aussi profiter pour dire que c'est l'occasion pour nous de rappeler le rôle de la femme dans ce contexte sécuritaire. L'association Tengbego célèbre d'habitude le 8 mars dans le village de Tolo à environ 6 km de Titao. Cette année, elle délocalise ici dans la cité du Fakocher pour des raisons d'insécurité. Et l'occasion est belle pour prier aussi pour le retour de la paix au Burkina Faso. Les responsables communaux de Setenga dans le Sahel applaudissent la nouvelle gare routière de la localité, fruit du programme d'appui au développement des collectivités locales, le PADEL. L'infrastructure devrait jouer un rôle important dans la mobilisation de ressources financières pour la commune, à qui revient désormais la gestion. Voyons cela avec Albert Nebier et Pinidie Nyanou. La commune de Setenga dans le Sénon reçoit ici sa nouvelle gare routière. Une infrastructure réalisée dans le cadre du programme d'appui au développement de l'économie locale au bénéfice des populations. Vous imaginez toute la joie qui nous anime aujourd'hui de procéder à l'inauguration d'une telle infrastructure qui est un grand outil d'intégration entre en tout cas quelques pays de la sous-région. Et c'est pourquoi nous sommes forts de venir au nom de M. le gouverneur inaugurer et procéder à son ouverture et profiter de témoigner toute notre reconnaissance à nos partenaires techniques qu'est le PNID qui en tout cas a soutenu le PADEL pour mettre en œuvre cet outil d'intégration sous-régionale. La gare routière de Setenga va servir la sous-région et permettre à la commune d'engranger de l'économie selon les bénéficiaires. Et son ouverture officielle est un motif de satisfaction. Vous savez que nous faisons frontière avec le Niger, d'où vous avez constaté tout de suite la présence en tout cas de nos collègues nigériens, pour dire que c'est une joie pour nous. Et vous avez constaté aussi la mobilisation des femmes, des jeunes qui ont bénéficié, qui savent réellement que ce sera un avenir pour eux. Nous allons toujours continuer avec la commune de Setenga pour la réalisation d'autres infrastructures, comme on l'a dit. Il y a déjà donc le hall central des marchés qui est en cours de réalisation. Mais également, il y a des infrastructures complémentaires qui sont prévues au niveau donc, de cette gare pour la permettre d'être plus opérationnelle. Le programme d'appui au développement de l'économie locale est lancé en 2016 par le président du FASO. Il permet de réduire les disparités économiques entre les différentes collectivités à travers leurs besoins prioritaires. Le rendez-vous de la fête de la viande sauvage respecté à Koudougou. Cette année encore, les amateurs de la viande de brousse sont servis ce 7 mars. La promotrice, une native de la localité, croit au bien fondé de son événement, la 3e édition de la fête de la viande sauvage avec Alidou Badini et Caroline Ouari. C'est parti pour 48 heures de promotion de la consommation de la viande sauvage. À cette édition, comme aux 2 dernières, il s'agit d'offrir aux consommateurs une variété de choix en matière d'accès à la chair de chasse. La promotrice, appelée Madame Yameogo, est une restauratrice réputée de Koudougou. Depuis 23 ans qu'elle exerce dans le domaine de la restauration, l'idée d'ajouter la corde mets de brousse à son arc est née. Je suis heureuse de pouvoir tenir cette édition. À travers cette activité, je montre aux populations des gibiers que certains ne connaissent peut-être pas. Durant ces 48 heures de la viande sauvage, nous comptons vendre en quantité. Mon activité rapporte, mais les dépenses que j'engage sont de taille. Le métier a ses exigences. Koudougou n'est pas une zone faunique, ce qui rend difficile l'acquisition de la viande de brousse, sans compter avec l'impératif de se conformer à la réglementation en vigueur pour cuisiner et vendre ce plat particulier.
N'empêche, Mme Yameogo tire son épingle du jeu, ce qui lui vaut d'ailleurs le parrainage de son activité par le ministre en charge de l'environnement en personne, ici représenté. C'est une activité qui s'exerce à notre niveau. Bon, peut-être que ce n'est pas dans toutes les localités, mais il y a des parties où réellement c'est très bien pratiqué. Et peut-être qu'ailleurs ce n'est pas assez connu. Et c'est une façon de faire visionner effectivement, j'allais dire, c'est les produits de cette faune sauvage. Tout en espérant pouvoir compter davantage sur le soutien du département ministériel en charge de l'environnement pour promouvoir cette activité, Dame Yameogo se donne à fond pour réussir cette 3e édition des 48 heures de la viande sauvage à Koudougou. Culture à présent et nous allons au bord de la lagune Ébrié pour les échos du Massa qui déroule son programme. Le marché des arts du spectacle d'Abidjan est un grand rendez-vous du monde culturel d'Afrique et d'ailleurs. Aussi, les acteurs de la Convention 2005 de l'UNESCO pour la promotion et la protection de la diversité des expressions culturelles prennent-ils langue avec les États de l'Afrique francophone sur la question? La rencontre est organisée par le Centre régional pour les arts vivants en Afrique. Reportage Adama Guiti, Amadou Marcelto. La Convention 2005 de l'UNESCO expliquait aux représentants des États africains francophones à Abidjan. L'exercice piloté par le Centre régional pour les arts vivants en Afrique, CERAV, vise entre autres à mieux convaincre les points de contact de cette convention et les leaders de la société civile culturelle sur la nécessité de la libre circulation des idées et des œuvres. Vraiment 4 jours de travaux très intensifs qui ont permis à ces acteurs clés de suivi de la mise en œuvre de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles dans leur pays, de s'approprier davantage cette convention, surtout dans l'environnement numérique actuel, et de s'approprier de nouveaux cadres de suivi. Fait de communication et de panels sur ce nouveau cadre de suivi des rapports périodiques quadriennaux de la dite convention, cet atelier de renforcement marque également l'adhésion de la Côte d'Ivoire au CERAV Africa. Notre adhésion au CERAV est la suite logique de l'engagement de nos deux chefs d'État à travers l'État et de nos deux gouvernements. Nous, en tant que ministre en charge de la culture, nous sommes chargés de mettre en œuvre ce rêve de nos deux chefs d'État et l'ambition légitime de nos deux peuples, le Burkina et la Côte d'Ivoire. De quoi apporter de la valeur ajoutée aux États membres dans leurs actions de protection et de promotion de la diversité des expressions culturelles. Je reprends pour vous ce communiqué des informations faisant état de la fermeture des salles de classe liées au coronavirus circulent actuellement sur les réseaux sociaux. Le ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales tient par la présente à apporter un démenti formel à cette information. Il tient à rassurer l'ensemble des acteurs de l'éducation nationale que les cours se déroulent normalement conformément au calendrier scolaire 2019-2020. Toutefois, les mesures de sécurité édictées par le ministère de la Santé sont prises pour éviter la propagation de la maladie dans les différents établissements scolaires. Et puis cette information triste pour refermer ce journal, Raki Souligri, Mathieu Ouedraogo n'est plus l'ancien ministre de l'enseignement de base et de l'alphabétisation du Burkina Faso de juin 2002 à septembre 2005 est décédé ce 9 mars. Le gouvernement salue la mémoire de cet acteur engagé pour l'amélioration du système éducatif national et présente ses condoléances les plus attristées à la famille du disparu et au monde de l'éducation. Fin des actualités dans cette édition. Merci de nous avoir reçus chez vous. Très bonne soirée sur la télévision du Burkina.